Avec l'âge, enjamber sa baignoire peut devenir un problème. Nous avons fait appel à Maison Vie et Santé. En une journée, sans aucun dommage, mon ancienne salle de bain est devenue confortable et sans risque. Faites comme nous, appelez Maison Vie et Santé au 0810 200 635. Bonjour et bienvenue pour cette édition de La Voix est libre, l'émission politique de la rédaction de France 3 Île-de-France, pour un débat qui va opposer aujourd'hui Henri Guénaud. Bonjour, venez me rejoindre. Vous êtes conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Vous êtes aussi sa plume, puisque c'est vous qui avez rédigé un certain nombre des discours qui ont fait date dans le quinquennat. En face de vous, Jérôme Guedj. Vous êtes président socialiste du Conseil général de l'Essonne. Et alors, si je vous ai invités ensemble, c'est que vous avez été tous les deux membres du conseil d'administration de la Fondation Marc Bloch. Marc Bloch, c'était un célèbre historien fondateur de l'école des Annales, qui est mort fusillé par la milice. Et cette fondation, devenue la Fondation du 2 mars, c'est un club de réflexion, on dirait un think tank aujourd'hui, qui met en avant les valeurs républicaines, que ce soit les républicains de droite ou les républicains de gauche, des républicains des deux rives, on a dit même à un moment donné. Donc vous en avez fait partie tous les deux. Et bien on va voir ce qui vous rapproche et ce qui vous sépare dans cette campagne électorale. Dans l'actualité, nous évoquerons également l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy avec un meeting à Marseille, avec des interventions télévisées, avec l'annonce de ses premières mesures, de son programme. Une entrée en campagne qui ne laisse pas indifférent les sondages, puisque l'écart, en tout cas au premier tour, s'est resserré entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et pour l'instant, ça n'a pas bougé pour le deuxième tour. Nous verrons également la polémique à propos de la viande halal qui a été lancée par Marine Le Pen. Un débat qui remet dans l'actualité la loi sur la séparation de l'Église et de l'État et de la laïcité dans notre pays. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis nous évoquerons aussi de la formation des chômeurs, telle qu'elle est envisagée par le président de la République. Est-ce que c'est une aide à l'emploi ? Ou est-ce que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur les chômeurs sur fond d'utilisation de référendums pour les forcer un peu à aller travailler ou en tout cas surmonter les blocages? Eh bien, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, c'est la tradition. Dans cette émission, je vais vous demander votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Et on va commencer par vous. C'est une tradition, Henri Guénaud. C'est un coup de gueule, apparemment. Oui, le coup de gueule, ce sont les commentaires qu'on a pu faire sur le discours de Marseille de Nicolas Sarkozy, quand tout le monde, commentateur et candidat à la présidence de la République, on a dit que c'était un discours violent, qu'il y avait des insultes. Voilà. Et quand on lit le discours, évidemment, il n'y a absolument, et quand on l'entend, absolument aucune insulte et aucune violence dans ce discours. Il y a un débat politique qui est ouvert avec beaucoup de vigueur, mais il n'y a aucune violence et aucune insulte. Ça m'a rappelé le discours du 14 janvier 2007, auquel aujourd'hui tout le monde trouve beaucoup de vertu. Mais à l'époque, je me souviens d'être sorti de ce meeting et d'avoir entendu le communiqué du porte-parole de Madame Royal, qui disait « Nous venons d'assister à un discours d'une brutalité inouïe ». Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ce discours n'était pas du tout brutal, mais le communiqué avait été écrit avant. Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. Quand Nicolas Sarkozy va dire quelque chose, on fait un communiqué pour expliquer que de toute façon, ça sera brutal, que de toute façon, ce sera violent, que ce sera insultant. Quand il veut annoncer une mesure avant même qu'elle soit annoncée, eh bien, on explique qu'elle va être injuste parce que de toute façon, il ne peut pas être autrement que violent et injuste. Et à force d'écrire les communiqués avant, on finit par dire beaucoup de sottises, vous savez. Une réponse ? Non, mais je suis un peu abasourdi que ce soit le coup de gueule d'Henri Guénaud. Enfin, on est dans une campagne présidentielle, et ce qu'il y a de cocasse, c'est que vous êtes là en exégète de la parole présidentielle pour expliquer à tout le monde que Nicolas Sarkozy, le pauvre, c'est le mal-aimé, l'incompris, il y a un malentendu. Pas du tout. Vous savez, les Français sont juges, il faut faire confiance dans la lucidité et l'intelligence du peuple français qui, depuis 5 ans, a appris à connaître Nicolas Sarkozy, à faire la part des choses entre la gesticulation, l'incantation, la parole et puis les actes sur lesquels il faut qu'il soit jugé sur son bilan autant que sur son projet. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. C'est une campagne qui va être
projet contre projet, enfin le jour où on aura le projet de Nicolas Sarkozy, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, et c'est normal. On a su M. Hollande et il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, est-ce que c'est une campagne... C'est heureux que le débat s'organise autour des propositions de François Hollande. Est-ce que c'est une campagne qui est particulièrement violente ou qui est différente des autres campagnes sur ce Non, mais moi, je vais vous dire, ce qui me pose problème, c'est qu'on parle de la violence de la campagne électorale ou de la violence des reproches qui sont faits à Nicolas Sarkozy, mais cette violence, elle est à la mesure de la colère, de la frustration des Français qui ont été bernés et floués par Nicolas Sarkozy. Il ne s'agissait pas des Français, il s'agissait des journalistes et il s'agissait des opposants, c'est-à-dire des hommes et des femmes politiques. Je ne suis pas du tout scandalisé que la campagne soit vive, qu'elle soit passionnée. Ce qui m'a scandalisé, puisque vous m'avez demandé un coup de gueule et que je l'ai poussé en début de semaine, c'est la distorsion qu'il y a entre le fait et le commentaire. Voilà. Alors, les hommes politiques, à la rigueur, c'est légitime, qui racontent parfois, qui forcent le trait, très bien, mais le journaliste, il a un devoir. Le devoir, c'est de respecter les faits avant de dénoncer des commentaires. Or, les faits n'étaient pas respectés. Je suis allé sur un plateau avec un de vos confrères qui m'a dit « Oui, il y avait des insultes et de la violence ». J'ai sorti le discours, j'ai dit à quelle page ? Voilà. Et à la fin, au bout de quelques minutes, il a fini par reconnaître que oui, peut-être qu'on pouvait interpréter certains passages, mais qu'effectivement, il n'y avait ni attaque personnelle, ni injure, ni violence. Voilà, c'est tout. Je pense que pour que le débat ait lieu, il faut qu'on dise juste que chacun s'efforce de dire la vérité. Je vais poser mon coup de gueule, mais il y avait une agressivité diffuse qui est plutôt le signe d'une fébrilité qui était le contraire de ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy dans son intervention sur TF1 en disant « je veux une campagne soft et gentille ». Vous voulez qu'on fasse la liste des amabilités invraisemblables et insupportables et des attaques personnelles que depuis 5 ans et même depuis quelques mois et quelques semaines, le candidat des primaires socialistes et ses soutiens dirigent contre Nicolas Sarkozy. On a compris, c'est la position victimaire pour expliquer que vraiment les Français n'ont pas compris, ils ne sont pas gentils avec Nicolas Sarkozy. C'est pourtant l'inverse qui est plutôt vrai. Il est quand même extravagant que celui qui a le plus pratiqué l'attaque personnelle se plaigne aujourd'hui d'une agressivité supposée. On ne va pas vous mettre d'accord. Jérôme Guedj, vous, votre coup de gueule, c'est quoi ? Moi aussi, je suis très zen. Mon coup de gueule, il est justement dans cette entrée en campagne avec ce côté un petit peu hallucinant de se présenter comme le candidat du peuple et de sortir cette martingale avec cette frénésie référendaire. Un président de la République qui, après 5 ans de mandat, découvre qu'il peut en appeler au peuple et donc l'annonce au lendemain de l'élection présidentielle, toute une série de référendums. Alors sur la forme, je trouve ça un petit peu hallucinant parce qu'il aurait pu en faire depuis 5 ans. Il aurait pu en faire sur la suppression des postes dans l'éducation, sur le statut de la Poste. On avait dû organiser une votation citoyenne, sur la réforme des retraites. Il aurait même pu, je vais terminer Henri Guénaud, il aurait même pu mettre en œuvre le référendum d'initiative populaire. La réforme constitutionnelle a été votée et les textes, la loi organique n'a pas été pris. Ça c'est sur la forme. Et puis sur le fond, on en reparlera probablement tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu insupportable de chercher à opposer, à diviser les Français. On attend d'un président de la République qu'il porte une vision. On attend qu'il porte une vision. On a un président de division. On va avoir l'occasion d'y revenir, sinon on ne pourra pas évoquer tous les sujets. Les faits, ne faites pas dire au président de la République ce qu'il n'a pas dit. C'est vrai que c'est flou. Ni au candidat ce qu'il n'a pas dit. Non, c'est pas flou. Il suffit juste d'écouter ces déclarations ou de les lire. Voilà. Après, on peut les commenter. Mais apparemment, ça n'est pas tout à fait le cas. Alors, pourquoi le président de la République n'a pas fait de référendum sur le sujet que vous citiez? Parce qu'il a réussi à surmonter autrement tous les blocages. Qu'a-t-il dit dans son fameuse interview du Figaro Magazine où il parle de l'éventualité de faire des référendums sur certains sujets? Il dit s'il y a des blocages, alors je n'exclus pas de demander au peuple de trancher. Alors, je sais que ça embête beaucoup de gens de donner la parole au peuple. Ce sont je ne parle pas de vous, mais ce sont les descendants de ceux qui traitaient le général de Gaulle de tous les noms en 1962 parce qu'il voulait faire élire le président de la République au suffrage universel. Bon, on en est toujours là. Le débat n'a pas beaucoup bougé. Le meilleur référendum, c'est le 22 avril et le 6 mai. Qu'ils mettent ces propositions sur la table et elles seront validées, infirmées par les Français. On va voir ces propositions. C'est ça le vrai référendum, c'est le suffrage universel et l'élection. Tonitruante de Nicolas Sarkozy dans son meeting de Marseille. Non, je vous laisse pas parler. Qui s'est traduite par un frémissement dans les sondages. On regarde. Une symphonie spécialement composée pour la campagne. Conquérant, le candidat Sarkozy entre dans l'arène sous le regard visiblement émerveillé de sa femme qui découvre le rythme des meetings.
Dans la salle, près de 10 000 partisans. Ils sont aussi très nombreux à l'extérieur, faute de place. Sans jamais le nommer, Nicolas Sarkozy accuse François Hollande de ne pas aimer la France. Aimer la France, c'est refuser d'accepter les 35 heures qui mettent tant d'entreprises françaises hors d'état d'affronter la concurrence des entreprises étrangères. Aimer la France, c'est refuser de promettre la retraite à 60 ans en sachant que dans moins de 10 ans, on ne pourra plus payer les retraites. Venu livrer son amour de la France, Nicolas Sarkozy n'a pour l'instant pas stoppé le désamour des Français à son encontre. Dans les sondages, depuis sa déclaration de candidature, il a à peine gagné 1 point. Qu'importe, les militants et son clan gardent la foi. Moi, je crois ce que je vois. Aujourd'hui, ce que je vois ici au Parc Chanot à Marseille, c'est qu'on avait prévu d'ouvrir les portes à 14h. On a dû les ouvrir à 12h30 tellement il y avait du monde. Et cette présidentielle 2012 semble se bipolariser chaque jour davantage avec d'un côté François Hollande, de l'autre Nicolas Sarkozy, le président candidat qui compte multiplier les déplacements pour tenter de rattraper son retard. Il sera mardi prochain à La Rochelle. Alors dans son discours, il a cité 88 fois le mot France. Oui, ça a été 15 fois seulement le mot républicain, mais 88 fois le mot France. Est-ce que c'est une façon de vouloir se placer au-dessus de la gauche et de la droite? Alors d'abord, c'était un discours sur la France. Je trouve que la France, on ne la cite jamais assez. Deuxièmement, oui, il y a une volonté de se placer au-dessus de la gauche et de la droite, que je trouve tout à fait saine, tout à fait républicaine. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue à s'enfermer dans ces cases de la gauche et de la droite. Voilà, comme disait le général de Gaulle, la France, ça n'est pas la gauche, la France, ça n'est pas la droite, la France, c'est tous les Français. Voilà, en tout cas, c'est ma conviction profonde et je suis heureux de voir que Nicolas Sarkozy prend ce positionnement. Voilà. Jérôme Gage. Non, moi je trouve que c'est fantastique dans l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on va avoir droit à un numéro de prestidigitation formidable. C'est le Houdini de la politique, le David Copperfield des promesses non tenues. Il veut se présenter comme un homme neuf. Il veut nous refaire le coup d'il y a 5 ans de la rupture. Le seul problème, ce coup-ci, il ne faut pas faire la rupture avec Jacques Chirac, il faut faire la rupture avec lui-même. Alors ça va être, à mon avis, un petit peu plus compliqué. Il est rentré en campagne avec des propositions, des thèmes qui sont les mêmes que ceux qu'il avait mis sur la table en 2007. Il a de la suite dans les idées, ça prouve qu'il a de la Oui, suite mais dans ça les veut dire idées. surtout qu'il a lamentablement échoué, qu'il a déçu les Français. Vous savez, en politique, il n'y a que l'action et la réalité des initiatives qui ont été prises, les valeurs, les principes, c'est formidable. Ah non, mais aujourd'hui, c'est le sein du sein de la politique, c'est l'essence même de la politique. oui, mais sauf qu'à un moment, quand on est qu'un candidat sortant, vous savez, moi j'ai été plusieurs fois candidat aux élections, ça vous est pas encore arrivé, mais quand on est jugé sur une élection, c'est à la fois sur son projet et sur son bilan. Et donc, sur son bilan, on fait appel à l'intelligence des électeurs qui donnent quitus ou qui ne donnent pas quitus. Et quand je vois Nicolas Sarkozy, Jérôme Gage, mot à mot des propositions. Il faut qu'il y ait une égalité de temps de Voilà. parole, pas si de vous me problème. permettez. Oui, mais il a Henri toujours beaucoup parlé, vous savez, c'est pas un défaut. Parfois, c'est un inconvénient. conviction mais et c'est pas un engagement, défaut. oui, Absolument, toujours. comme moi. Voilà. Donc, ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Ce sont les Français qui vont trancher, de toute façon, dont vous faites la supposition qu'ils sont déçus, qu'ils rejettent Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la campagne de M. Hollande. Je pense que les Français ont déjà choisi, qu'il n'a plus rien à dire ni à faire, et que tranquillement, il lui parle d'ailleurs même de lui à la troisième personne, et il dit c'est le futur président, le prochain président qui vous le dit. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. C'est la preuve de sa détermination. On n'a jamais vu ça. Non, c'est la preuve de son état d'esprit. Tout le monde le jugera. Mais les Français se sont jamais laissés voler une élection présidentielle depuis 1962. Ils ne se laisseront pas voler celle-là. Et ils décideront. Et ni vous ni moi ne savons encore ce qu'ils feront. Donc ne faisons pas de suppositions. Henri Guénaud, il y a eu dans l'émission à France 2 une espèce de mea culpa par rapport à ce qui s'était passé au Fouquet's. Est-ce que ça vous semble, est-ce que vous avez été convaincu? Je poserai la même question à Jérôme Gage. Et est-ce que c'est susceptible de changer l'image? C'est pas la peine de poser la question. Je vais vous répondre oui, il va vous répondre non. Donc ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est susceptible de changer l'image personnelle du président de la République? Puisque c'est souvent dans les sondages ce qui fait défaut à Nicolas Sarkozy. Vous savez, laissez tomber les sondages. Je crois que le président de la République, pendant 5 ans, a fait son travail. Il l'a fait le mieux possible, avec beaucoup d'énergie, dans des circonstances particulièrement dramatiques. Les Français jugeront après
qu'il leur ait expliqué ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire, comment ce qu'il a fait prépare l'avenir, comment il voit l'avenir. Voilà, il y a une campagne qui commence, et voilà ce qu'elle va dire, cette campagne. Il va s'adresser aux Français, il va aller à leur rencontre, et puis à la fin, les Français jugeront. M. Hollande, de son côté, fera la même chose en expliquant qu'on n'a rien fait, qu'on a tout raté, qu'il n'y a pas eu de crise, voilà, et que le tsunami au Japon, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, que la crise des subprimes, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, qu'il n'y a pas de chômage ailleurs en Europe sauf en France, que les inégalités ne se sont creusées qu'en France, etc. Bon, voilà, et puis les Français jugeront. Rendons à César ce qui est à César. Le bouclier fiscal, le paquet fiscal, c'est la faute de Nicolas Sarkozy. L'augmentation de la TVA, c'est la faute de Nicolas Sarkozy. Les déremboursements à la sécurité sociale, c'est la faute de Nicolas Sarkozy. Non, mais vous caricaturez, je reviens à des niveaux raisonnables. Mais je veux répondre à la question sur le Fouquet. Et je vous redonne la parole après, juste après. On va être d'accord sur un point. Je m'en fiche des excuses de Nicolas Sarkozy ou de l'espèce de repentance. Elle a eu du mal à sortir, elle est un peu restée coincée au niveau de la gorge. Moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, monsieur Guénaud, c'est que celui qui a été pendant 5 ans le président des riches veut se mettre dans les habits du candidat du peuple. Mais le problème, c'est que la nuit du Fouquet, elle a duré depuis 5 ans. Il y a eu des choix budgétaires et la parole à Henri Guénaud. fiscaux. On va essayer de faire en sorte que ce débat soit équilibré. C'est un petit peu compliqué. On n'est pas un meeting. Mais il n'y a rien d'infamant d'être un meeting. Non, mais on convainc les Français de la même manière. Ceux qui nous dans regardent. un meeting, j'ai remarqué dans les meetings de M. Hahn notamment, on était plus au café-théâtre que dans une campagne présidentielle. Bon, on n'est pas obligé tout le temps, chaque fois qu'on se voit et qu'on se parle, d'être aussi caricatural. Vous dites, déjà, vous mélangez tout. Vous dites le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, il était parfaitement justifié, puisque vous dites que les élections présidentielles, c'est un référendum sur ces... Bon, très bien. En 2007, le président de la République, le candidat Sarkozy, avait annoncé la création du bouclier fiscal et il l'a fait. Bien, c'était parfaitement justifiable tant que la crise n'était pas là et tant qu'on ne demandait pas des efforts aux uns et pas aux autres, c'est-à-dire pas à ceux qui étaient protégés par le bouclier fiscal. Il a donc supprimé le bouclier fiscal. Est-ce qu'on a trop... En baissant l'impôt de solidarité sur la fortune en même temps. C'est-à-dire les amis du Fouquet, ils ont continué à être servis dans la période, monsieur Guénaud. Vous permettez? Je vous donne... Merci. Bon. Donc, il a supprimé le bouclier fiscal. Est-ce qu'on a trop tardé? Sans doute, mais il l'a supprimé. Il était devenu incompréhensible et moralement difficilement supportable. Bien. Est-ce qu'il a été le président des riches? Vous savez de combien on a augmenté l'impôt sur les revenus financiers pendant cette période? On a prélevé 10,6 milliards de plus. On a rapproché beaucoup la fiscalité des revenus financiers de la fiscalité du travail. Chaque fois qu'il a fallu chercher des recettes supplémentaires, y compris d'ailleurs pour le RSA, on est allé les prendre sur les revenus financiers. Donc, le président des riches, c'est une plaisanterie. Attendez, non, monsieur Guetz, attendez. Je vais peut-être pouvoir en glisser une. Vous en avez glissé beaucoup. Donc, c'est une plaisanterie. Vous avez porté vous avez fait des critiques, je vous réponds. Vous confondez en plus le bouclier fiscal avec le paquet fiscal. Le paquet fiscal, c'était quoi? C'était 2 grandes mesures, essentiellement. La défiscalisation des heures supplémentaires. Parlons-en, si vous voulez. Mais parlons-en. 9 millions d'ouvriers, qui sont sans doute des riches à vos yeux, qui sont les salaires les plus bas, qui travaillent davantage pour augmenter leur pouvoir d'achat. 9 millions, monsieur Guetz, 9 millions. C'est pas la France des riches, c'est la France des ouvriers. Alors, attendez, deuxième grande mesure. Mais oui, mais du paquet fiscal, du paquet fiscal. Les exonérations de droits de succession pour 95% des Français, le maximum étant à 300 000 €. C'est la France des riches, monsieur Guedj. Les riches ne sont pas impactés par cette mesure. Aucun d'entre eux. Les 5% les plus riches, c'est-à-dire ceux qui lèguent plus de 300 000 € à leurs enfants, ne sont pas impactés. C'est la France des riches, mais c'est une plaisanterie. Est-ce qu'on pourrait être un peu sérieux et de parler d'autre chose que de ce genre de gimmicks là, qui finissent par devenir lassants tellement ils sont contraires à la réalité? Je vais vous dire, monsieur Guénaud, ce qui est lassant, avec toute l'estime et le respect que j'ai pour vous, c'est la manière avec laquelle, de plateau à plateau, tel un troubadour triste, vous allez nier les évidences avec aplomb et de manière péremptoire. Parce que vous parlez du pouvoir d'achat qui était la grande promesse de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez le sentiment que les Français ils ont vu leur pouvoir d'achat progresser. Et de plateau en plateau, je dis le contraire. Vous avez ce sentiment, donc on peut au moins juger sur la réalité de l'engagement. L'exonération des heures supplémentaires. De plateau en plateau, je dis le l'exonération contraire. supplémentaire, on a encore eu des chiffres hier, ils sont assez terribles. La contrepartie, ça a été une diminution de l'emploi dans les entreprises
qui ont préféré aller. Ah bah écoutez, c'est votre manie de considérer, c'est votre manie de penser que le travail des uns tue le travail des autres. C'est absurde. C'est absurde. Oui, c'est le travail des uns qui fait le travail des autres, Monsieur Guedj. Voilà. Tant que la gauche n'en sortira pas, elle ne sortira pas du malthusianisme, continuera à avoir une vision de l'économie complètement faussée. Bon, je vois que vous aussi, vous voulez endormir et être dans l'amnésie générale et donner l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va l'évoquer. Je vous propose juste une seconde. Non, juste une seconde parce que c'est important. Je suis très content. Je suis très content, joyeux de faire cette campagne. Voilà. Je ne suis pas. Vous êtes un peu seul d'ailleurs, je trouve. Mais peut-être. C'est étonnant parce qu'on voit sur le plateau. Moi, je m'occupe de ce que je fais, pas de ce que. J'ai l'impression que ça a du mal à faire bloc autour de Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas Jean-François Copé, Xavier Bertrand. Il y a des dizaines de milliers de gens dans les meetings, c'est quand même très intéressant. Voilà, il y a une mobilisation. Deuxième remarque que je voudrais vous faire sur le pouvoir d'achat. Moi, je passe justement mon temps sur les plateaux à expliquer que personne ne me fera dire que la situation des Français est plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Personne ne me fera dire que le pouvoir d'achat des Français a augmenté, même si les chiffres de l'INSEE montrent qu'il a augmenté. Donc que Nicolas Sarkozy a échoué sur sa promesse centrale de 2007. Mais pas du tout, Monsieur Guedj. Encore une fois, il y a eu une crise. Est-ce que vous avez conscience de ce qui s'est passé pendant 5 ans? Est-ce que vous allez continuer? Je ne vous incombe pas la crise, c'est les réponses que vous avez apportées à cette crise. Est-ce que vous allez continuer? Et les choix que vous avez faits qui sont... Mais regardez autour de vous, regardez dans le monde, regardez en Europe. Est-ce que vous allez continuer à faire campagne et à présenter un projet politique sans jamais prendre en compte ce qui s'est passé et la situation dans laquelle se trouve le monde et l'Europe? C'est exactement ce que fait François Hollande, c'est de prendre en compte ce qui s'est passé et avoir une perspective sur la relance de l'économie, sur le pouvoir d'achat, est-ce que vous avez sur le salaire. conscience de ce qu'a été la crise? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience? Moi, j'en ai parfaitement conscience. Vous savez, toutes les semaines, dans ma permanence d'élu à Massy, je reçois des Français qui sont victimes de cette crise et qui voient les conséquences, qui viennent m'expliquer qu'ils n'arrivent pas à payer la maison de retraite parce qu'ils attendent la fameuse réforme de la dépendance qui était promise par Nicolas Sarkozy pour abaisser le reste à charge. Parce qu'ils n'arrivent plus à payer l'accès aux soins parce que vous avez décidé de dérembourser et donc d'augmenter la taxation des mutuelles. Si on avait suivi toutes les décisions qui ont été prises par les élus socialistes au Parlement depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'ils ont voté contre tout, plan de sauvetage de la Grèce, mécanisme européen de solidarité, le grand emprunt, de stabilité, le plan de relance. Non, le grand emprunt, le plan de relance. Bon, tout. Ils ont voté. Si on avait fait leur politique, on en serait où? On serait la Grèce aujourd'hui. Voilà la vérité. Alors, on va évoquer un sujet qui a été révélé par Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs porté plainte, qui est l'abattage et la consommation de la viande halal. Et c'est particulièrement important dans la région Île-de-France. Qu'y a-t-il de vrai et qu'y a-t-il de faux? On regarde et on en parle après. Les abattoirs franciliens pratiquent-ils uniquement l'abattage rituel? Vrai. Et cela vient d'être confirmé par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Avant, les abattoirs de la région étaient gérés par les communes. Aujourd'hui, ce sont des entreprises privées qui s'en occupent. Pour simplifier les processus et réduire les coûts, les 3 établissements de la région parisienne privilégient un mode d'abattage unique. Les éleveurs qui veulent faire tuer leurs bêtes avec la méthode classique doivent donc les transporter dans d'autres régions. La viande distribuée et consommée en Île-de-France est-elle exclusivement halal? Faux. Il faut distinguer la viande abattue en région parisienne de celle consommée. Les abattoirs franciliens produisent moins de 5000 tonnes de viande par an. La proportion de viande issue des abattoirs franciliens et mangée dans la région est donc négligeable. La majeure partie de la viande vendue en région parisienne vient en fait du marché de Rungis et donc des 4 coins de France et notamment des principales régions d'élevage, Normandie, Bretagne, Limousin. Les consommateurs sont-ils bien informés? Faux. L'étiquetage en la matière n'est pas obligatoire. Les distributeurs ne sont pas forcés de préciser la méthode d'abattage. Au final, le consommateur est contraint de faire confiance à son boucher de quartier ou de supermarché. Alors, après les prières de rue, c'est encore une fois le Front National qui lance un débat et qui met le doigt sur une situation qui peut paraître anormale. Est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas assez vigilants ou ne sont pas laxistes en matière d'application de la loi et en particulier de la laïcité? Henri Guénaud. Non, d'abord, là, c'est pas un problème de, c'est pas un problème de laïcité du tout. Non, c'est pas un problème de laïcité. Admettons que ce soit un problème d'identité, que ce soit un problème de rapport à la souffrance animale, ce que vous voudrez. C'est pas un problème. Et autre chose, c'est qu'en achetant de la viande halal, on finance indirectement le culte musulman. Même si on ne sait pas que c'est de la viande halal. Mais non, parce que
la viande halal, il y a une taxe qui est prélevée sur l'abattage des animaux et donc qui se traduit dans les prix. Oui, mais de toute façon, il y aura autant d'animaux qu'on achète la viande ou pas qui seront abattus, tout simplement parce que les consommateurs n'en consomment qu'une partie. Les consommateurs musulmans, en l'occurrence, n'en consomment qu'une partie. Donc c'est tout 30% problème. se retrouvent dans les Et donc circuits vous avez normaux. le reste est mis dans le circuit. Est-ce que c'est une situation satisfaisante? Bien sûr que non, parce que tout le monde a le droit de savoir ce qu'il mange et a le droit, tout pays, toute société a le droit de défendre son identité, a le droit de préférer certaines pratiques à d'autres, certaines valeurs à d'autres. Bien. Maintenant, le problème est compliqué parce qu'il y a derrière un problème économique qui n'est pas négligeable. Et il faut le traiter. Le gouvernement s'en est saisi depuis déjà longtemps. Il a discuté avec toutes les parties prenantes. Il n'y a d'ailleurs pas que les problèmes de viande halal, il y a aussi le problème de viande cachère. Bon, ramenons les choses à leur juste proportion. Dans la région parisienne, quelques pourcents à peine de viande est fournie par ces abattoirs. Et les chiffres, les pourcentages sont bien moins grands à l'échelle nationale, puisque pour la viande bovine, c'est de l'ordre, je crois, de 12% de viande halal. C'est beaucoup plus important sur la viande ovine. Sur la viande ovine, c'est beaucoup plus. Au total, il y a un tiers, sans doute, à peu près, de la viande qui est abattue selon le rite halal. Bon. Il va sortir un décret qui est déjà fait depuis l'année dernière. Enfin, il est sorti, mais il va être mis en application d'ici quelques semaines, qui devrait améliorer la situation. Mais je pense qu'on est là au cœur d'un problème très sérieux, qui est un problème d'identité, qui exige que tout le monde se réunisse pour traiter ce genre de problème de façon paisible, de façon respectueuse les uns des autres. Je ne comprends pas, M. Guénaud. C'est quoi un problème d'identité? Vous nous ressortez encore là, ce débat délétère sur l'identité nationale. On va se lâcher là. J'espère que vous n'allez pas vous énerver si vous parle de ce débat indigne sur l'identité nationale. Si vous répétez le mot indigne, on va arrêter le débat était indigne. Bien, c'est vous qui êtes indigne. Non, mais non, ne vous énervez pas encore. Si, ça m'énerve. Moi, je ne viens pas sur des plateaux. J'ai dit que le débat était indigne. Non, il n'était pas indigne. Ça ne correspond pas aux valeurs de la République dont on reparlera tout à l'heure. Non, vous pouvez être contre ce débat. Vous ne pouvez pas dire qu'il est indigne. Parce qu'on sait bien quels étaient c'est les indigne objectifs. de poser la question. En même temps, s'il vous plaît. Poser la question. Qu'est-ce qu'être Non, non. Supplie. Je garde parfaitement mes nerfs. Je ne veux pas. Mais si je vous traite de sale con, ça va vous plaire. Mais pardonnez-moi de vous dire que j'ai dit que ce débat était indigne. C'est pareil. C'est celui qui sent morveux qui se mouche. Si vous considérez que dire que ce débat était indigne, s'il vous plaît, on va ramener c'est assez incroyable. Tout petit peu de sérénité. Non, je refuse à dire que ce débat n'était pas digne de la conception de notre patrie républicaine qui cherche à rassembler les Français et qui ne cherche pas à stigmatiser et à désigner à la vindicte des Français. Vous n'êtes pas digne. Dans l'esprit d'ailleurs de ce que fait Marine Le Pen, comme sur ce débat. C'est ça, allez, c'est pareil. L'UMP, Marine Le Pen, c'est pareil. C'est digne. Je n'ai pas dit ça. Je dis que Marine Le Pen a fait le choix de poser la question de la viande halal. C'est une sorte de chiffon rouge agité. Moi, je suis pas venu, encore une fois, je suis pas venu pour faire un meeting politique. Donc, où on discute. Nous débattons et il n'y a aucun problème. Alors, Monsieur Gued, s'il vous plaît, on va qui est partagé par Monsieur Gued, oui, enfin, ceux que vous rencontrez ne doivent pas être les mêmes. Attendez, non, on va finir parce que sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de faire une émission. Ça sert à rien de faire une émission. Est-ce que poser la question, qu'est-ce qu'être français au XXIe siècle, c'est indigne? Est-ce que c'est indigne? Ah non, ça n'a rien d'indigne. Qui a rendu ce débat indigne? Voilà, que ce débat ait été un échec, je vous l'accorde. Voilà, parce qu'au fond, la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'un gouvernement n'ouvre pas des débats, il peut faire des états généraux, il peut faire des consultations pour aboutir à des décisions, mais un gouvernement n'ouvre pas des débats. Est-ce que ce débat a échoué? Oui. Est-ce qu'il a dérapé parfois? Oui. Mais l'idée de faire ce débat n'avait rien d'indigne. C'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Attendez. Non, vous avez parlé. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, oui, je pense que cette question mérite d'être posée. Oui, je pense qu'il y a dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays développés même, un problème identitaire. Oui, cela existe. Oui, ne pas le regarder en face, c'est effectivement renvoyer une bonne partie des Français un jour ou l'autre dans le camp des extrémistes. Henri Guénaud, il nous reste quelques secondes avant le journal. Un mot de réponse, Jérôme Guedj. Un mot de réponse, Jérôme Guedj. S'il vous plaît, on va être interrompu par le journal. Ils ont le droit de les défendre. Quelques secondes. Monsieur Guénaud, j'aurais bien aimé que vous fassiez preuve de la même virulence l'autre soir quand vous étiez face à Marine Le Pen. Parce que quand je vous ai vu l'autre soir, j'ai plus eu l'impression d'assister à un entretien d'embauche qu'à une confrontation politique entre personnalités. Non, parce qu'il y avait ce côté un petit peu complaisant et connivant qui correspond à l'esprit de ce débat sur l'identité nationale. On va y revenir dans un instant. Non, c'est le ressenti
Noël, d'un venez me rejoindre, téléspectateur. on va essayer de remettre un tout petit peu Il y avait une de calme. connivence, monsieur Gage. On y Il y viendra avait tout à l'heure. il y avait les cas. Bonjour, qu'est-ce que vous avez dans le journal tout à l'heure? Vous allez nous présenter le journal. S'il vous plaît. Messieurs, bonjour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il nous reste 15 secondes. Donc, voilà, allez-y. S'il vous plaît. Donc dans le Ça va être journal, nous dans le parlerons du président de la République Oui. qui a inauguré ce matin à 7h30, on l'attendait à 8h30, il est arrivé 1h avant, Oui. au Salon d'Agriculture. Et puis on parlera également d'un derby de reste football 3 secondes. entre... Eh ben c'est fini. Eh ben, c'est Vous le fini. saurez